travaille avec tous les grands médias de la planète. Et on a inventé un format qui s'appelle l'InRead, qui est un format vidéo que vous trouvez au cœur du contenu éditorial. Vous devez en voir sur vos sites médias préférés. Et donc, c'est un format qui a été inventé à Montpellier, où se trouve l'équipe maintenant technologique de TIDS. Donc voilà pour l'introduction sur qui on est et ce qu'on fait. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de médias, bien sûr, mais surtout de publicité. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un vrai challenge pour les marques qui est d'engager l'utilisateur, parce qu'on a un utilisateur qui va rejeter les formes publicité intrusives. Donc c'est de plus en plus difficile de convaincre un utilisateur de passer du temps avec la publicité et d'engager, d'interagir avec la publicité. Alors on a un certain nombre de réponses. Chez TIDS, on pense que la technologie, mais aussi une meilleure collaboration entre équipes médias et équipes créatives peuvent nous permettre de vraiment faire face à ces challenges qui sont aujourd'hui devant nous. Alors, commençons par les challenges. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais devoir passer à la main. Alors, commençons donc par les challenges. Alors, excusez-moi. Ah non, c'est celui-là. Je crois que c'est plutôt comme ça. Voilà, ça y est. Alors, les challenges. Donc, Lubomira Rocher, qui est la Chief Digital Officer de L'Oréal, l'a parfaitement résumé quand elle est intervenue cette année à Cannes. Aujourd'hui, pour les marques, il y a 2 ressources rares dans le digital qui sont, d'une part, l'attention et d'autre part, la confiance. Et ces 2 éléments, la confiance et l'attention, sont absolument déterminantes pour la croissance des marques. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un challenge pour les marketeurs d'adresser ce problème de ressources dans le digital. Alors commençons par la confiance. Pourquoi la confiance est aussi importante pour les marques? Pour plusieurs raisons. La première étant que 8 consommateurs sur 10 vont acheter des produits sur la base de la confiance. Et si vos consommateurs ont confiance dans votre marque, ils seront 2 fois plus susceptibles de vous acheter en premier, d'être fidèles à votre marque, de la recommander, mais ils sont aussi plus susceptibles de prêter attention à la publicité de votre marque. Donc la confiance, c'est vraiment pour les marques un moteur, un engin de la croissance. Alors dans le digital, ça peut être compliqué parfois de construire cette confiance. Et la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que tout simplement en tant qu'humain, on a tendance à ne pas tout à fait faire confiance aux machines. D'accord ? Si vous prenez la voiture autonome, aujourd'hui, on a des études qui nous disent qu'on a 7 consommateurs sur 10 qui se sentent pas vraiment confortables avec l'idée d'être conduites par une voiture autonome. Donc on sent bien qu'il y a une espèce de crispation autour de cette machine qui conduit toute seule, sans intervention de l'homme, en dehors de son contrôle. Et donc ça, c'est vraiment très symptomatique de la difficulté qu'on peut avoir dans le digital où on travaille à travers des écrans. Dans le digital, il est plus facile, il faut le dire, il faut le reconnaître, de tricher, mais aussi de tromper son monde. Si on prend la fraude, par exemple, la fraude dans l'e-commerce, c'est 400 milliards de dollars, un tiers du marché des contrefaçons au global, c'est sur le online. Donc Amazon lui-même le reconnaît comme une vraie menace pour sa réputation et également pour sa pérennité, ce problème de fraude sur les plateformes d'e-commerce. Pour ce qui est de la publicité, la fraude est aussi omniprésente dans le digital, notamment sur mobile, on le sait. La fraude publicitaire, elle est évaluée entre 19 milliards et 39 milliards en fonction des sources par an. Donc c'est vraiment colossal. Donc on a ce problème de fraude, on a ce problème aussi de fake news, de fake followers.
Et tout ça, aujourd'hui, a pris des proportions quand même très importantes. On a eu les fake news depuis 3-4 ans. Aujourd'hui, on a franchi une étape supérieure avec les deepfakes. Alors, je vais vous montrer un exemple de deepfakes, justement, qui sont ces vidéos qui ont l'air d'être des vraies vidéos, qui en fait sont des fausses. President Trump is a total and complete dipshit. Now, see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone, and Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Bon, cette vidéo, elle est marrante, mais quelque part, elle fait peur. Elle illustre bien la menace que peut représenter ce type de fake sur l'information, sur la désinformation même, pour être plus précise. Et vous voyez que ce type de fake peut vraiment contribuer aussi à éroder la confiance que les utilisateurs peuvent placer dans le contenu qu'ils consomment en ligne. Donc c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, Facebook, Microsoft ont lancé un concours au début du mois de septembre pour encourager les développeurs à trouver des solutions de détection de ces fakes, de ces deepfakes. Donc ça, c'est vraiment un gros challenge pour nous tous. Alors, avec le digital, on a vu qu'il était plus facile de tricher, de falsifier. C'est aussi plus facile de traquer les consommateurs, de les suivre, de regarder ce qu'ils font, ce qu'ils consomment, où ils sont. Un reporter du Washington Post en a fait les frais. Il a fait une petite étude sur son iPhone et il s'est rendu compte que son iPhone renvoyait des informations la nuit pendant qu'il dormait à des third parties. Donc même Apple qui vous dit ce qui est sur l'iPhone reste sur l'iPhone, en réalité, il n'y a pas vraiment de confidentialité possible à partir du moment où on est en ligne. Il faut en avoir conscience. Alors, je vous dis tout ça. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu noir et effrayant, parce qu'on a les fake news, on a les fake ads, on a les fake followers. On a nos appareils qui nous espionnent. On arrive un petit peu à ce moment dans l'histoire où Truman réalise, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans Truman Show, que finalement tout le monde qui l'entoure est faux. C'est un petit peu cette prise de conscience qu'on a eu tous, je pense, dans les 2 dernières années, où finalement consommateurs, marques, réalisent que le monde digital peut vite tourner en dystopie, d'une certaine façon, et qu'il faut aujourd'hui ne pas prendre tout ce que les acteurs du digital nous disent pour argent comptant, et qu'il faut se protéger. Alors quand on regarde les consommateurs aujourd'hui, on trouve l'écho de cette prise de conscience. Ils sont aujourd'hui plus prudents, plus réticents à partager leurs informations, moins crédibles aussi. Alors on en a 4% d'entre eux qui nous disent ne pas faire confiance aux informations diffusées par des influenceurs, ce qui peut paraître très faible. C'est une étude Universal Media qui est assez récente. On voit que sur certains secteurs, comme la beauté, on a eu un certain nombre de scandales qui ont contribué à décrédibiliser aussi les informations publiées par les influenceurs. On a 73% des internautes qui considèrent que les infox, les fake news, peuvent être utilisées, enfin ils ont peur qu'elles soient utilisées comme une arme de désinformation. Et on en a 2 tiers qui nous disent que finalement la mauvaise utilisation des données est pour eux la principale cause de méfiance vis-à-vis des entreprises technologiques. Donc c'est un sujet à prendre très au sérieux. On en a 44% qui ont d'ailleurs commencé à se protéger, effacer leurs cookies,
désactiver les notices de géolocalisation. Donc, aujourd'hui, vraiment, on sent que les consommateurs ont pris la mesure de ce qui se jouait. Et ces consommateurs, ils appellent aussi les marques à prendre leurs responsabilités par rapport aux acteurs du digital. Donc ça, c'est des chiffres qui sortent d'une étude qui a été faite par Edelman, qui est un acteur référent sur ce territoire de la confiance. On voit que 70% des internautes attendent que les marques fassent pression sur les plateformes digitales pour protéger leur vie privée, pour faire le ménage et pour éliminer les mauvaises informations qui circulent sur les médias sociaux. Donc il y a vraiment aujourd'hui une vraie pression de la part des internautes sur les marques pour qu'elles agissent finalement par rapport à ces plateformes digitales. Et c'est d'autant plus important pour les marques que les consommateurs ont tendance à croire que quand elles voient une publicité sur un site, la marque cautionne le contenu du site. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes présent, si votre publicité apparaît devant une vidéo sur Facebook qui fait l'apologie du terrorisme, le consommateur va estimer que finalement vous cautionnez le contenu. Donc ça, c'est quand même très très problématique, vous en doutez, pour les marques, puisque ça va endommager l'image des marques. Donc beaucoup de CMO vont se retrouver dans cette phrase, de cette citation de Mathilde Loum, qui est Global Brand Officer chez LVMH, qui à la question « Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?», la première chose qu'elle nous dit, c'est la brand safety. C'est-à-dire le fait que mes marques soient dans des contextes, enfin les publicités pour mes marques apparaissent dans des contextes qui soient en ligne avec mes valeurs et qu'elles n'apparaissent pas dans des contenus toxiques ou des contenus qui puissent leur être préjudiciables. Donc la brand safety, c'est vraiment une préoccupation très importante. Alors on a la solution d'une certaine façon, puisque les médias traditionnels vont permettre d'offrir aux marques ce contexte de qualité et vont les prémunir d'être associés à des contenus toxiques. Par ailleurs, en étant présentes dans les médias de qualité, les marques vont bénéficier aussi d'un effet de halo. Ce que ça signifie, l'effet de halo, c'est simplement qu'on va transférer la confiance ou le lien qu'on a avec la marque média va se transférer sur la publicité. Donc si j'ai confiance dans la marque média, si je la trouve fiable, je vais aussi avoir confiance dans la publicité et la marque présente sur le site. Donc on voit par rapport aux médias sociaux notamment, il y a un écart très important. Les utilisateurs qui vont associer une marque dans les sites éditoriaux vont l'associer avec la fiabilité, alors que pour les médias sociaux, vous voyez, on passe de 52% pour des marques qui sont présentes dans des environnements médias premium à 4% pour les médias sociaux sur la fiabilité. Sur la confiance, on passe de 46 à 2%. La qualité également, on voit qu'il y a vraiment un bénéfice pour les marques à être présentes dans des environnements de qualité. C'est vraiment l'illustration de cet effet de halo dont je vous parle. Donc finalement, quand on récapitule sur cette problématique de la confiance et de la brand safety, les environnements premium apportent la réponse à ces deux problématiques, puisqu'ils vont permettre aux marques de diffuser leur publicité dans des environnements sûrs, mais vont permettre également aux marques de construire la confiance des utilisateurs dans leur marque. Donc il y a eu une vraie prise de conscience de cette problématique au cours de l'année. Ça s'est traduit par la création d'une alliance qui a été lancée à Cannes encore, la Global Alliance for Responsible Media, qui va donc regrouper des grands annonceurs comme P&G, GSK, Mars,
des plateformes hein, comme Teads. On est très content de faire partie de cette alliance globale. Et tous ces acteurs travaillent ensemble hein, pour faire en sorte qu'on mette en place des protocoles, des procédures pour protéger les marques et les consommateurs des contenus toxiques. C'est vraiment l'objectif que se donne cette alliance pour les médias responsables. Alors nous, chez Teads, on est persuadés que la technologie est un moyen, finalement, hein, de garantir la confiance, hein, puisqu'on peut utiliser la technologie pour filtrer les contenus. Hein, aujourd'hui, on le fait en pré-bid, hein, c'est-à-dire que les impressions sont achetées à l'impression, et pour chaque impression, on garantit qu'on est sur un contenu ce qu'on appelle brand safe, hein, donc sûr pour la marque. On met en place des systèmes de monitoring et d'alerte hein, pour vraiment suivre de manière très très précise le contexte dans lequel sont diffusées les informations. Hein, donc, chez nous aussi, la brand safety nous empêche de dormir, mais on a de la chance de travailler avec des grands médias. Hein, donc de ce point de vue-là, déjà, on est déjà plus tranquille. Voilà, donc d'un point de vue technique, hein, ça se traduit par des intégrations avec des prestataires comme Grapeshot ou IAS, hein, donc, qui travaillent avec nous, Integrated Science, sur la mise en place de ces filtres des inventaires publicitaires hein, pour s'assurer que vraiment on produit et on délivre des publicités que dans des contenus sûrs. Donc voilà pour la confiance. Qu'en est-il maintenant de la deuxième ressource, hein, l'attention? Alors, ici, on arrive hein, sur une ressource peut-être encore plus rare que la confiance, hein, sachant que dans le digital, seulement une publicité sur 5 qui est effectivement visible est vue par l'utilisateur. Il ne va effectivement regarder qu'1/5 des publicités visibles, sachant que toutes les publicités ne sont pas visibles, hein, mais partons du principe qu'elle est visible. Et on a seulement 16% des publicités qui vont recevoir plus d'1 seconde d'attention de la part de l'utilisateur. 1 seconde d'attention sur un spot de 15 ou de 20, c'est pas beaucoup. Hein. Donc là, on a un vrai challenge. Et par rapport à ça, on a aussi une vraie bataille hein, qui se joue, puisque les utilisateurs sont sollicités et exposés à de nombreuses sources de contenu. Hein, ils sont soumis à de nombreuses distractions, notamment sur leur mobile. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui illustre ce que vit un utilisateur sur mobile. Si elle se lance. Architects of our digital world, stop, be better, because we can be. And we can see that these systems have been designed with intricacy, so that companies can keep our attention indefinitely. I don't want to keep crushing these freaking candies. I don't want these alerts to completely command me. I don't care if that panda bear is dancing. Well, maybe. With a hula hoop. Okay, this is fantastic. I have to share this with my 10 friends and 10,000 strangers. Caption, who wants to throw a panda rager? Great, let me go back about my life. For God's sakes, I'm trying to right swipe my wife. Huh. 30 seconds and just 2 Facebook likes. Or is that just 2 for which I've been notified? Let me go back and check inside and see whose likes I tried to hide. They don't show them all, I wonder why. This panda's dancing. And another video plays after automatically. This one of a gopher that stage turns dramatically. It's like my attention is kept systematically raptured by algorithms that know exactly what I want. Or not what I want, just what I'll watch. Wait, where was I, and why have I forgotten to look for that thing I'm supposed to find? And my God, look at the time. It is shocking. But somehow, yes, Netflix, I am still watching. And I know. I should have more self-control. Alors, je pense qu'on a tous vécu ce moment où on se dit, mon Dieu, j'ai passé tout ce temps sur ce site, sur mon téléphone. C'est vraiment, le mobile est vraiment devenu un outil hein, de distraction dans nos vies.
c'est aussi un device qui va nous absorber totalement. Il va, d'une certaine façon, diminuer notre capacité à être présent dans le moment, à être avec les gens avec qui on est. Il va aussi affecter notre capacité à se concentrer et à tout simplement à penser. C'est le constat qu'a fait la personne que vous voyez sur l'écran, Tristan Harris, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était ingénieur chez Google il y a 6-7 ans de ça, et qui a commencé à observer ce phénomène de distraction liée au mobile, et qui a fait une présentation qui a eu beaucoup d'écho chez Google, mais aussi dans le petit univers des plateformes, où il expliquait qu'en fait, il fallait inventer et designer des applications pour qu'elles soient plus respectueuses de l'attention de l'utilisateur, donc minimiser les distractions et redonner le contrôle de son attention à l'utilisateur. Donc il a ensuite quitté Google pour former le centre, the Center of Human Technology, donc le centre des technologies humaines, et il milite pour du temps bien passé online, donc time well spent. Et il va œuvrer avec d'autres acteurs de la Silicon Valley, dont des anciens de Facebook notamment, ou de Microsoft, pour justement infléchir un petit peu cette tendance qui fait qu'aujourd'hui, l'utilisateur n'est plus maître de son attention. Donc ce qu'ils vont développer, c'est de la demande pour des applications comme Moment, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, que vous téléchargez sur votre téléphone et qui vous donne le temps passé sur le téléphone chaque jour, le nombre de pick-up de votre téléphone. Il y a aussi la possibilité de le partager avec sa famille, ce qui est très utile quand on a des adolescents, même s'ils sont un petit peu réticents. Vous avez Thrive aussi, qui est une application qui va faire que votre téléphone ne fait que recevoir et prendre des appels. Donc c'est un téléphone, c'est plus un smartphone en fait. Donc ça permet, ces applications, de redonner, encore une fois, à l'utilisateur le contrôle de son temps et de son attention. Alors quand vous voyez ce qui se passe autour de ces questions de l'écologie de l'attention et que vous l'appliquez à la publicité, vous réalisez qu'en fait, la façon de procéder qui consiste à imposer à l'utilisateur, forcer l'attention, ne fonctionne pas vraiment dans cet univers du digital. Le contrôle ici, dans cette version de la publicité, on force l'attention, et du côté de l'annonceur. En revanche, l'engagement n'est pas forcément là. Quand on regarde l'engagement de l'utilisateur, quand on lui force l'attention, au contraire, on va plus générer du rejet, notamment dans le digital, qu'autre chose. Donc la seule option viable aujourd'hui est de capter l'attention, de proposer la publicité. Si elle plaît à l'utilisateur, il va la regarder. S'il la trouve pertinente, il va la regarder. Donc le contrôle doit être dans les mains de l'utilisateur, et à partir du moment où le contrôle est dans les mains de l'utilisateur, l'engagement est au rendez-vous. Donc c'est vraiment notre philosophie chez Tease depuis le début. On est sur ce modèle où on donne le contrôle de son attention à l'utilisateur et choisit le temps qu'il souhaite consacrer à la publicité. Alors, bien entendu, ça va avec un certain nombre de challenges, puisque de la même façon que si je veux vous tenir tous jusqu'à la fin de la conférence, même s'il fait très très chaud, il faut que je vous séduise, que ce que je vous raconte vous intéresse. Je ne peux pas forcer votre attention, vous pouvez sortir à tout moment. Donc il faut que je sois intéressante, n'est-ce pas? Et de la même façon, la publicité doit séduire, doit intéresser l'utilisateur. Donc ça pose deux challenges essentiels d'un point de vue média et d'un point de vue créatif. Le premier, c'est le planning de l'attention, donc c'est-à-dire, je vais revenir en arrière, parce que je suis passée trop vite. Donc d'un point de vue média, cette nouvelle façon de procéder, où on va proposer du contenu et non pas l'imposer, le premier challenge qui va avec cette nouvelle façon de faire, c'est le fait de planifier les campagnes en maximisant l'attention de l'utilisateur. On n'achète plus simplement une impression, on achète une impression visible, ou voire même du temps passé avec la publicité. Et par ailleurs, le deuxième challenge qu'on verra ensuite,
c'est le fait de créer des publicités que les utilisateurs ont envie de regarder. Alors, comment fait-on pour justement maximiser l'attention sur les publicités d'un point de vue strictement média? Eh bien, on sait, grâce à cette étude qu'a fait l'IAB en Grande-Bretagne, qu'il y a 5 variables très très importantes pour maximiser l'attention sur la publicité. La première variable, c'est la qualité du contexte. Donc on sait que les environnements premium vont favoriser l'attention. On va avoir jusqu'à 3 fois plus d'attention sur un site comme Les Échos, par exemple, que sur un site où on va consulter des horaires, où on va regarder la météo. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. L'emplacement est aussi très important. On voit que les publicités qui sont dans le flux, dans le feed, vont générer plus d'attention que les publicités qui sont placées à côté du contenu. On a un troisième facteur qui est aussi l'encombrement, donc la rareté, en fonction du point de vue où on se place. Moins il y a de publicité, meilleure sera l'attention sur la publicité. Le ciblage est aussi très important. On voit qu'on va améliorer l'attention et la mémorisation du contenu dans des environnements où la publicité est délivrée de manière pertinente. Donc ça, c'est vraiment aussi une clé d'optimisation très importante. Et enfin, l'adaptation. La dernière variable, c'est effectivement d'adapter la création au contexte dans lequel la publicité est diffusée. Donc Facebook n'est pas YouTube, YouTube n'est pas Les Échos n'est pas... etc. etc. Bon. Donc il faut vraiment avoir cette connaissance intime des plateformes et la façon dont on les fonctionne pour adapter la publicité au mieux au contexte de l'utilisateur. Donc voilà les règles de l'attention. Nous, on avait fait une étude il y a 3 ans de ça, d'eye tracking, où on avait comparé la publicité dans un environnement média, ici. Donc, en l'occurrence, ce n'était pas sur Reuters, c'était pas sur GQ, c'était sur Reuters. La publicité, de la même façon, sur un environnement social. Et ce qu'on avait trouvé, c'est que les utilisateurs étaient 42% plus enclins à regarder une publicité vidéo au sein d'un contenu éditorial que dans un contenu, alors le contenu éditorial est là, que dans un flux social. D'accord ? Donc l'attention prêtée à la publicité est plus importante dans les environnements médias. La raison étant que la qualité de l'attention est plus forte. On est engagé dans une activité de lecture qui va mobiliser davantage notre cerveau que lorsqu'on est sur son flux où on va scroller et regarder le contenu de manière moins engagée. Donc ça, c'est un élément déterminant. La qualité de l'attention sur le contenu va se reporter sur la publicité. Voilà, donc sachant qu'on va un petit peu plus loin maintenant, alors c'est un petit peu technique pour ceux qui ne sont pas du tout dans ce milieu du digital, mais on va un petit peu plus loin aujourd'hui, puisqu'on peut garantir un temps de visibilité. Donc dans le digital, on achète à l'impression, on achète une impression de vidéo sur un écran ou une vidéo vue sur un écran. On peut maintenant acheter du temps de visibilité, donc du temps passé sur la vidéo. Donc ça, c'est disponible sur notre plateforme. Si je veux 2 secondes, qui est la norme du MRC pour définir qu'une vidéo est vue, je peux acheter du 2 secondes, je peux aussi acheter du 30 secondes et je peux acheter du 9 secondes. Donc je définis vraiment le seuil qui m'intéresse et j'achète une impression visible 9 secondes. D'accord ? Donc il y a une sophistication du média aujourd'hui qui nous permet vraiment de planifier en fonction de la qualité de l'attention portée à la publicité. Alors voilà pour la partie média et le challenge média. Donc on commence à avoir des éléments de réponse. Sur la partie créative, je dirais que le champ est encore très ouvert. On a commencé et majoritairement on diffuse des spots télé sur le mobile. C'est notre quotidien. 80% des publicités qu'on diffuse, TIDS, ce sont en fait des spots télévision. D'accord ?
Donc évidemment, ça nous pose un problème, hein, surtout quand on veut garantir que la vidéo sera vue jusqu'à la fin. Quand on dit un spot télé sans forcer l'utilisateur, ça peut être problématique. Hein, donc on a travaillé très tôt sur l'adaptation de ces spots télévision au digital, au mobile, hein, pour que les utilisateurs aient envie de les regarder jusqu'au bout. Donc ça, c'était la première étape, je dirais, par rapport à ce challenge créatif. On a développé une méthodologie de pré-test qui s'appelle le Creative Lab. On a testé plus de 600 créations dans le monde entier avec des centaines de marques. On les teste sur mobile. On utilise pour ça une société qui s'appelle Realize, qui fait du facial coding, donc qui va nous donner une mesure de la réaction émotionnelle aux publicités, seconde par seconde, hein, donc en simplement captant les expressions du visage des utilisateurs. Donc on les teste avec Realize et puis on les teste aussi sur notre plateforme, hein, dans la vraie vie, sur mobile, pour voir comment elles performent et pour les optimiser avant que la campagne démarre. Donc avec tous ces tests qu'on a pu faire, hein, on est arrivé à vraiment 4 dimensions qui sont vraiment très importantes pour que la publicité fonctionne sur mobile. Donc quand vous avez un asset télé notamment, très important d'avoir une publicité déjà qui attire l'œil avec un format qui va attirer l'utilisateur. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'accroche. Donc ça va reposer sur un visuel fort, sur des couleurs vives, sur des contrastes, sur un effet de surprise éventuellement, hein, avec un angle un peu inhabituel par exemple. Hein, donc on va essayer d'utiliser ces éléments qui vont générer des stimuli visuels, hein, qui vont ensuite attirer de manière instinctive l'attention de l'utilisateur. Ensuite, on a une deuxième dimension qui est liée au pouvoir d'engagement de la publicité. C'est-à-dire que quand l'utilisateur est sur son feed, qu'il voit un truc qui brille ou un truc qui bouge, il va s'arrêter un peu. Et l'idée, c'est qu'on a 1 seconde pour le convaincre de regarder. D'accord ? Notre cerveau a besoin de moins d'1 seconde. En réalité, pour processer cette information, il y a une publicité, et pour décider s'il a envie de la regarder ou pas. Donc, dans ce laps de temps qui est très court, hein, il faut arriver à montrer de quoi il s'agit. Hein, donc pour ça, on va ajouter par exemple le logo de la marque quand il n'est pas là. On va utiliser des éléments visuels qui vont donner à l'utilisateur des indices, hein, sur la publicité elle-même et ce qu'elle raconte. Hein, donc ça, c'est vraiment très important pour loquer l'attention, hein, et créer un engagement avec l'utilisateur. Ensuite, on a une troisième dimension qui est la rétention. Les marques ont toute envie que leur publicité soit vue plus d'1 seconde. Hein, donc pour ça, il faut jouer sur le storytelling, les émotions que la publicité va susciter, positives ou négatives, et l'interactivité, hein, qui peut nous permettre aussi de réveiller l'utilisateur quand son engagement décroît avant qu'il décide de passer la publicité. Donc là, on a fait beaucoup de travail, notamment avec Realize sur les courbes d'émotion, pour voir, par exemple, comment la confusion pouvait générer un abandon. Hein, donc on travaille sur les émotions pour optimiser le temps passé avec les publicités. Et enfin, on a la dernière dimension qui est le pouvoir de persuasion. Hein, si ma publicité a pour objectif de développer la notoriété de ma marque ou développer le trafic sur mon site, je vais pouvoir l'enrichir. Donc je prends le spot télé et je l'habille d'une certaine façon, je l'enrichis pour qu'il puisse répondre aux objectifs auxquels il a été assigné en ligne. Donc pour ça, on utilise des éléments visuels, de branding, on ajoute des call to action, et puis éventuellement des écrans de fin, tout simplement, pour donner à l'utilisateur l'envie d'aller plus loin. Alors voilà un petit peu les 4 dimensions qui sont importantes quand on est dans cette logique d'optimisation des créations au mobile. Vous voyez ici, on a habillé ce format. On part en fait d'un asset, un spot télé, et on va créer un format autour de cet asset, on va l'habiller. Ici, vous avez vu, on a rajouté le logo de la marque. Ici, c'est l'écran de fin, avec une image fixe, le logo, et puis un call to action, pour donner l'envie à l'utilisateur d'aller plus loin.
Alors, sur mobile, il y a une dimension qui est très importante aussi dans cette logique d'optimisation, qui est l'absence de son dans la plupart des cas, hein, notamment sur les sites médias sur lesquels vous allez. Vous lisez un article, vous n'avez pas envie qu'une publicité arrive avec du son on. En général, ça va créer plutôt une réaction de rejet qu'un désir de regarder la publicité. Donc nous, on a pris comme parti de jamais avoir des publicités qui se déclenchent avec le son. Hein, c'est toujours sans le son, et l'utilisateur choisit de déclencher le son s'il le souhaite. Donc ça, c'est vraiment un point de départ. Et donc, on a développé une expertise au cours des 2 dernières années sur l'optimisation des vidéos. On va la repasser, parce que vous n'avez peut-être pas vu les captions. De l'optimisation des vidéos sans le son. Hein, on procède de la façon suivante. Hein, on fait une étude avec et sans le son pour mesurer l'impact, l'engagement émotionnel. Et à partir de là, on propose des optimisations. Ici, j'ai du voice-over ou un dialogue. Hein, donc, je vais ajouter des captions sur la publicité pour qu'elle puisse être compréhensible sans le son. En sachant que les captions, elles ont aussi le pouvoir d'attirer l'œil. Hein, le texte attire l'œil. De la même façon qu'une affiche dans le métro, vous allez être attiré par le texte. Hein, c'est le même principe pour les publicités. Voilà. Ensuite, on va aussi regarder, hein, quand on est dans la dimension rétention, comment prolonger le plus longtemps possible le contact avec l'utilisateur, comment lui donner envie de rester jusqu'au bout. Hein, ici, je vais vous montrer un exemple, une publicité qu'on a optimisée pour Lego, qui n'est certainement pas le meilleur spot de Lego, hein, mais je vais vous montrer ce qu'on en fait. In ogni famiglia c'è sempre una prima volta per ogni cosa. Il tuo primo caffè, la sua prima missione di soccorso, la sua prima sfilata di moda, il suo primo rompere gli schemi e dare vita a un coccocottero, il suo primo volo in alto fino al 7° cielo. Lego Duplo, i vostri primi ricordi insieme. Donc on voit avec cette courbe de sourire que la scène de la fin vraiment génère de la positivité. Donc on va adapter le spot pour commencer par cette scène qui génère de la positivité. Parce qu'ici, vous voyez que le démarrage est quand même un peu lent. Autant vous dire qu'en 1 seconde, l'utilisateur est certainement déjà parti. Donc on va reprendre simplement la scène du début. Donc ça, ce sont nos amis italiens qui nous ont fait cette création. Voilà, et puis après, on reprend la création où elle démarre. Et en faisant ces optimisations, on arrive vraiment à optimiser le temps passé sur la publicité et le taux de complétion, donc le pourcentage d'individus qui auront vu la vidéo jusqu'au bout. Vous voyez, plus de 30%. Voilà, donc on prend des petites libertés avec les spots télé. Mais en soi, ce n'est qu'une étape. Hein. Dans l'idéal, ce qu'on aimerait voir, c'est des publicités qui sont designées pour le mobile. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle de nos voeux, et on travaille avec les agences dans ce sens, puisque le mobile a totalement changé les règles du jeu. Hein. Il n'y a aucune raison de continuer à utiliser l'ancien playbook de la publicité, hein, et continuer de produire des formats landscape de 20 secondes, de 30 secondes. Non, on a plus de liberté sur mobile, et on a aussi la possibilité d'aller plus loin dans l'engagement. Donc, vraiment, c'est un sujet qui nous tient à cœur, d'arriver à aller dans cette direction. Hein, on crée vraiment un design pour l'attention sur le mobile. Alors, pour récapituler un petit peu hein, sur ces sujets, pour moi, il y a vraiment 5 points clés, 5 points essentiels à avoir en tête hein, par rapport à cette question d'attention et de confiance. Ce qu'on conseille à nos annonceurs, hein, c'est vraiment de miser sur l'attention et sur la confiance, et de planifier leur plan média par rapport à ça, hein, en exploitant les contextes de qualité et en utilisant les modes d'achat qui aujourd'hui permettent d'intégrer cette variable de l'attention. Donc ça, c'est la première clé et la première réponse qu'on peut apporter au challenge de l'attention et de la confiance. Le deuxième conseil qu'on donnerait à nos annonceurs aujourd'hui, hein, c'est vraiment, et aux agences créa, c'est de penser au-delà de la télévision. Hein, il faut vraiment sortir de cette
de cette façon de penser les spots télé, hein, ou de les produire tout simplement. Alors récemment, j'assistais à une réunion où l'agence présentait au client son nouveau spot. Et donc l'assistante va éteindre la lumière pour montrer le spot sur grand écran. D'accord ? Mais dans la vie, c'est pas comme ça qu'on regarde la publicité. On la regarde sur mobile, dans le métro. Donc le vrai test pour l'annonceur devrait être d'aller regarder sur mobile comment la publicité fonctionne. Hein, donc ça, c'est vraiment des façons de penser et de produire qu'il faut changer, notamment en agence. Il faut encourager les différents types de formats qui sont aujourd'hui disponibles sur mobile. Hein, penser 6 secondes, comme 15, comme 20, pourquoi pas 12, quels que soient les objectifs de l'annonceur. On peut aussi transformer une création qui s'exprime dans la vidéo en format display. Hein, donc ici, vous voyez par exemple ce spot Dior. On le fait vivre sur mobile dans un format display avec cet effet hein, de scroll qui génère une animation. Hein, donc on peut aussi expérimenter, au-delà de la vidéo, d'autres types de formats comme ceux-ci, hein, qui génèrent un fort engagement de l'utilisateur. Voilà, troisième recommandation hein, qu'on peut donner, c'est de vraiment briser les silos entre les agences de création, de médias, entre la data, le média. Aujourd'hui, tout le monde travaille vraiment encore de manière très séparée. L'optimisation des créations en fonction des cibles, elle n'arrivera jamais hein, si on continue de travailler de cette façon. Donc pour nous, c'est vraiment capital. Et on voit que quand on arrive à mettre en place de vraies collaborations entre les médias et les agences de création, on arrive vraiment à des résultats très intéressants. Donc pour apporter un petit peu notre contribution à ce rapprochement, on a lancé un format qui s'appelle le workshop, l'atelier en français, qui est en fait une session collaborative où on va avoir autour de la table l'annonceur, son agence média, son agence créa, et des personnes du studio chez nous, qui est notre studio de design et de création interne. Et donc on va, pendant une journée, créer des formats pour une campagne. Hein, donc, le point de départ, c'est un brief de l'annonceur avec des assets créatifs. Et donc au cours de la journée, on travaille tous ensemble pour designer de nouveaux formats qui seront ensuite exploités en campagne. Je vous montre une petite vidéo qui explique le processus. D'une table et on fait travailler les agences de créa, les agences de médias sur des briefs concrets et ça fonctionne très très bien. On a vraiment de très très bons retours. Ça permet aux équipes aussi de se familiariser avec les formats disponibles sur mobile parce que les agences de créa ne sont pas forcément toujours au courant de ce qu'elles peuvent faire. Et on peut faire des choses très intéressantes. On peut aller au-delà du storytelling linéaire que l'on peut voir en télévision avec les courbes d'happiness qui vont culminer à la fin et créer vraiment des expériences qui soient personnalisées et qui soient engageantes en utilisant la technologie et la data. Alors un exemple ici de ce qu'on peut faire en termes de personnalisation. On peut capter différents signaux pour un utilisateur donné.
et identifier son appareil, le type de segment dans lequel il se trouve, le contexte dans lequel il se trouve, y compris le contexte média, sa localisation, et ensuite personnaliser les éléments de la publicité. Donc ça peut être autour, mais ça peut être aussi dedans. C'est ce qu'on appelle la DCO. Et ça permet, rappelez-vous aussi des règles de l'UAD sur l'attention, de capter davantage l'attention de l'utilisateur. En termes d'efficacité, ça nous donne aussi des résultats très intéressants. Ici, par exemple, une campagne sur laquelle on a travaillé sur Dacia, où on a personnalisé ici cette image pour rendre la publicité plus à même d'intéresser la cible des quarantenaires. Ça nous a vraiment permis d'augmenter, par rapport à la version originale, les indicateurs d'efficacité. Donc vraiment, c'est pas une surprise, mais c'est vrai que ça fonctionne et il faut le faire de plus en plus. Alors, on peut aussi aller beaucoup plus loin et utiliser les nouvelles façons d'interagir avec la publicité, la voix. Par exemple, on fait des publicités qui se déclenchent avec la voix, des publicités qui intègrent des chatbots, on fait des publicités qui intègrent de la réalité augmentée. Ici, pour ce spot de Pampers, on va interagir avec le souffle. Donc, je vous montre le spot télé. S'il se déclenche. Hop là. Alors, donc ici, l'utilisateur souffle dans son micro de téléphone et ça va faire bouger les cheveux du bébé, sachant que dans la publicité originale, vous voyez, on a la promotion d'une couche qui va permettre de vraiment, par un système de canal d'air, garder bébé au sec. Donc, pour transmettre cette idée ou exprimer cette idée de l'air qui circule, on utilise le souffle et on fait bouger les cheveux du bébé. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses qui enrichissent l'idée originale et qui lui donnent vraiment toute son ampleur sur le mobile. Alors le dernier conseil qu'on donne à nos annonceurs, en tout cas que moi je donne, c'est d'oublier finalement tout ce qu'ils ont appris par le passé, de ne pas se fier forcément à son jugement, mais de tester. Aujourd'hui, c'est facile de tester sur le digital, ça coûte beaucoup moins cher que par le passé, et il n'y a que comme ça qu'on apprend finalement. Donc on teste tout de manière systématique, l'emplacement du logo, la taille des polices, on teste tout. Et le moindre détail peut vraiment changer la donne en termes de résultats, donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour nous la clé dans le digital, tester, mesurer, optimiser, si possible avant que la campagne démarre, comme ça on en tire tout le bénéfice. Donc voilà pour cette présentation, comme vous pouvez le voir, on a tous les moyens aujourd'hui, toutes les clés pour sortir du Truman Show. On a trouvé la solution, et la solution elle est dans la technologie, elle est aussi dans la créativité et la collaboration entre le média et les créas. Est-ce que vous avez des questions ? Diable. Qu'est-ce que ça vous... Ah, une question. Dans la communication institutionnelle. Du coup, ce type de format, évidemment, c'est intéressant par leur côté ludique, de ce que j'en comprends. Donc, par rapport à l'attention que ça capte, je suis plus dubitative sur le fait que ce soit moins intrusif que les autres. Vous vous disiez, il ne faut pas forcer l'attention. Bon, là, je suis un peu plus mesurée. Mais en revanche, quand on parle justement de la crédibilité, créer de la confiance par rapport à la marque, quand on ne vend pas, je sais pas, des yaourts ou des produits de consommation de base et qu'on ne cherche pas juste à s'amuser, est-ce qu'on, voilà, sur ce type de format, comment on peut continuer à garder cet effet d'attractivité de l'attention, tout en étant dans un truc qui ne soit pas seulement ludique, quoi. Parce que là, voilà, bon, je ne sais pas si c'est possible. Mais On a fait des choses dans le domaine du corporate. Je me souviens qu'on a fait pour
BP, je crois, leur rapport annuel dans un format display. Donc on peut faire des choses amusantes avec, ou en tout cas engageantes avec du contenu très sérieux. Après, par rapport à la dimension d'intrusion de ces formats, on ne peut pas forcer l'engagement. C'est impossible. Donc à partir du moment où l'utilisateur choisit de le faire, ensuite on a le bénéfice en termes d'impact, mais on n'a pas d'effet négatif lié à une perception d'intrusion, parce que l'utilisateur choisit de faire l'expérience, de cliquer en l'occurrence, hein, parce qu'il faut cliquer sur le autorisé pour qu'il ait accès à son micro et qu'il puisse faire cette expérience. Donc l'engagement par défaut n'est jamais forcé. Mais oui, par rapport à du contenu corporate, par rapport à des problématiques, on cherche à générer de la confiance. On travaille beaucoup sur les contextes, la qualité des contextes. On utilise le ciblage aussi pour s'appuyer sur des contextes qui vont être valorisants pour la marque par rapport à son message. Si vous avez une problématique liée au développement durable, par exemple, on va pouvoir aller chercher du contenu qui est référent sur ce domaine ou des articles qui parlent de ce sujet pour donner de la crédibilité au message corporate. Donc il y a tout un jeu sur le contexte et sur le ciblage qui permet de renforcer la crédibilité des messages. Et ensuite, au niveau des formats, venez nous voir, on fait un workshop et puis on voit ce qu'on peut faire avec votre contenu. Je crois qu'on a vu principalement des vidéos et peut-être un peu de cinémagraphe. Ça veut dire que la photo, ça sert plus ça sert plus à rien de travailler là-dessus pour susciter justement de l'intérêt, de l'attention. Alors non, pas du tout. En fait, on fait aussi du display. C'est vrai qu'on a utilisé beaucoup d'exemples vidéo, mais on utilise aussi, bien entendu, les visuels. On travaille d'ailleurs pas mal sur le sujet en ce moment, notamment sur la beauté, sur le voyage, puisque le référentiel Instagram dans ces univers est très important. Donc on travaille sur justement quels sont les visuels qui fonctionnent le mieux par rapport à telle ou telle thématique. Et ensuite, ces visuels, on les anime. Alors, ça peut être cinégraphe, ça peut être avec les formats scroller qu'on a vu tout à l'heure. Mais totalement, les formats... pour nous, le visuel est aussi important que la vidéo. Et on les mixe. Comme vous avez vu tout à l'heure, on avait un format vidéo qui s'arrêtait sur une image. On mixe les deux. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, merci beaucoup pour votre attention.